La ruelle au clair de lune. Stefan Zweig. Retardé par la tempête, le bateau avait dû attendre une heure tardive de la soirée pour amarrer dans la petite ville portuaire française. Et cet incident m'avait fait rater le train de nuit pour l'Allemagne. Il ne me restait donc plus qu'à passer une journée imprévue dans cette ville étrangère et une soirée que je pourrais tout au plus égayer en allant écouter les chansons mélancoliques qu'offraient les bars des faubourgs, ou en m'engageant dans une terne conversation avec ceux dont le hasard avait fait mes compagnons de voyage. Dans la plus petite salle du restaurant de l'hôtel, l'air chargé de graisse et de fumée était irrespirable, et cette saleté maussade m'était d'autant plus pénible que j'avais encore sur les lèvres l'haleine limpide de la mer. Je sortis donc, remontai au petit bonheur la rue large et claire, jusqu'à une place où jouait une fanfare municipale, et retrouvai plus loin le flot nonchalant des promeneurs. Au début, je pris plaisir à me laisser bercer au gré du courant formé par ces gens, en habits provinciaux, qui ne savaient rien de moi. Mais j'en eus bientôt assez de ces inconnus qui riaient pour un rien, et dont les regards se plantaient sur moi, étonnés, distants ou goguenards, assez de ces contacts qui imperceptiblement m'emportaient, de cette lumière jaillissant de 1000 petites sources, de ce fleuve humain qui creusait son lit au rythme des pas incessants. La traversée avait été agitée, et j'éprouvais encore un sentiment d'étourdissement et de douce ivresse. Je sentais toujours sous mes pieds le glissement et le mouvement de bascule du bateau. La terre semblait se déplacer comme dans un souffle, et la rue montait en oscillant jusqu'au ciel. D'un seul coup, cette mêlée bruyante me donna le vertige. Pour me sauver, j'obliquai dans une rue adjacente sans regarder son nom. Et, de là, dans une autre plus petite où ce bruit absurde s'apaisa peu à peu. Puis je continuai mon chemin, sans but, dans le labyrinthe de ces ruelles qui se ramifiaient comme des veines, toujours plus ténébreuses à mesure que je m'éloignais de la place centrale. Les hauts réverbères électriques, ces lunes des grands boulevards, n'illuminaient plus ces lieux-là, et la parcimonie de l'éclairage public permettait enfin de commencer à revoir les étoiles et un ciel tendu de noir. Je devais être près du port, dans le quartier des matelots, et je sentais à l'odeur du poisson pourri, à ce parfum suave de varech et de décomposition que dégagent les débris d'algues apportés par le ressac, à cette exhalaison singulière qui émane de la putréfaction et des pièces mal aérées pour venir se déposer lourdement dans ces recoins, avant que n'arrive la grande tempête et leur redonnera souffle. Cette obscurité incertaine me fit du bien, tout comme cette solitude inattendue. Je ralentis le pas, observant maintenant chaque nouvelle ruelle, toutes différentes les unes des autres, l'une paisible, l'autre aguichante, mais toutes sombres et emplies de ce mélange obscur de musique et de voix qui jaillissait de l'invisible, portés par le souffle de leur cave voûtée, si mystérieusement que l'on avait peine à en deviner la source souterraine. Car tous ces bars étaient fermés, et seul l'éclat incertain d'une lumière rouge ou jaune en signalait l'existence. J'aimais ces ruelles des villes étrangères, ce marché sale où se vendent toutes les passions, cette secrète accumulation de toutes les séductions destinées aux matelots venus ici pour une nuit, afin d'exaucer leurs nombreux rêves sensuels en une heure, après avoir passé tant de nuits solitaires sur des mers lointaines et dangereuses. Si ces petites rues latérales doivent se cacher ainsi dans les bas-fonds de la grande ville, c'est parce qu'elles disent avec insolence et insistance ce que les maisons blanches, avec leurs vitres luisantes et leurs habitants élégants, dissimulent sous 100 masques différents. De la musique venue d'estaminet vous attire au passage. Des cinématographes promettent sur leurs affiches criardes des splendeurs insoupçonnées. De petites lampes carrées se cachent sous les porches, et d'un clin d'œil familier vous lance une invitation sans équivoque. Dans l'entrebâillement d'une porte, de la chair nue transparaît sous des paillettes dorées. Les cafés retentissent des vociférations des ivrognes et des disputes entre joueurs. Lorsqu'ils s'y rencontrent, les marins échangent un sourire en coin. Leur regard morne s'illumine, chargé de promesses. Car on trouve tout ici, les femmes et le jeu, la boisson et le spectacle, l'aventure, sordide ou sublime. Mais tout cela est tamisé par l'écran à la fois timide et révélateur de volets hypocritement baissés. Rien ne se passe jamais qu'à l'intérieur. Et cette apparente exclusion attire autant par ce qu'elle cache que par la facilité à y accéder. On trouve de ces rues-là à Hambourg, Colombo ou La Havane. Elles ont partout le même aspect, tout comme les grandes avenues du luxe, car le haut et le bas de la vie se ressemblent beaucoup. Ultime reste fantastique d'un monde où des sens sont déréglés,
où les pulsions se déchargent encore brutalement et sans entrave. Sombre forêt de passion, maquis grouillant d'une faune portée par ses instincts. Telles sont ces rues populacières, excitantes par ce qu'elles trahissent, attirantes par ce qu'elles cachent. On peut en rêver. Telle était la ruelle où je me sentis tout d'un coup prisonnier. J'avais suivi au hasard un petit groupe de cuirassiers dont les sabres traînants tintaient sur le pavé irrégulier. Des femmes les appelèrent depuis l'intérieur d'un bar. Elles riaient et leur lançaient des plaisanteries grossières. L'un d'eux frappa à la fenêtre. Quelqu'un jura. Ils reprirent leur chemin, le rire s'éloigna, et bientôt je ne l'entendis plus. La ruelle était de nouveau muette. Quelques fenêtres brillaient d'une faible lueur dans l'éclat nébuleux d'une lune blafarde. Je m'arrêtai et aspirai ce silence qui me paraissait étrange, parce qu'il y avait là derrière comme un frémissement de mystère, de volupté et de danger. Je sentais nettement que ce silence était mensonger, et que sous les troubles vapeurs de cette ruelle couvait, comme une braise, un peu de la corruption du monde. Mais je restais là à écouter le vide. Je ne sentais plus ni la ville, ni la ruelle, ni son nom, ni le mien. Ma seule impression était d'être étranger ici, merveilleusement coupé du monde dans un milieu inconnu, si bien qu'il n'y avait en moi aucune intention, aucun message, aucune relation avec rien, alors que je sentais toute cette vie obscure autour de moi avec autant de plénitude que le sang sous ma peau. J'avais simplement l'impression que rien de ce qui se passait ne me concernait et que pourtant tout m'appartenait. Bienheureux sentiment de vivre l'expérience la plus profonde et la plus authentique du simple fait que je n'y prenais aucune part, sentiment qui fait partie des sources vives de mon être et qui, dans un lieu inconnu, me submerge de plaisir. Alors que j'étais aux aguets dans cette rue solitaire, comme dans l'attente de quelque chose qui allait forcément survenir, quelque chose qui allait m'arracher à cette impression somnambule de gaieté dans le vide, j'entendis, venu de quelque part, voilé, assourdi par la distance ou par une paroi, un chant en allemand, cette ronde naïve du Freischütz, Schöner, Grüner, Jugendkranz. C'était une voix de femme qui chantait, très mal, mais c'était tout de même une mélodie allemande. De l'allemand ici, dans ce coin perdu du monde, et de ce fait particulièrement proche. Cela venait de je ne sais où, et pourtant j'eus l'impression qu'on m'adressait un salut, première parole de chez moi que j'entendais depuis des semaines. Qui, me demandai-je, parle ici ma langue? Qui est poussé par le souvenir à décharger ainsi son cœur dans cette rue tortueuse et oubliée, et à chanter cette pauvre chanson? J'avançai à tâtons en suivant la voix, allant d'une porte à l'autre parmi toutes les maisons à demi assoupies qui se dressaient devant moi, avec leurs volets fermés, derrière lesquels pourtant un éclat de lumière, ou parfois un geste de la main, trahissait une présence. À l'extérieur étaient placardées des inscriptions aux couleurs vives, des affiches braillardes et parfois un bar caché annonçait « Ale, whisky, bière ». Mais les portes fermées semblaient vouloir repousser le client autant qu'elles l'attiraient. Et au milieu de tout cela, quelque part résonnait au loin. On entendait toujours cette voix qui chantait à présent le refrain, plus clair, plus proche. Je ne tardais pas à repérer la maison. J'hésitai un instant, puis je me dirigeai vers la porte intérieure fermée par des rideaux blancs. Mais alors que je me décidai à entrer, quelque chose s'anima brusquement dans l'ombre de l'entrée. Une silhouette qui manifestement s'était tenue là aux aguets, pressée contre le carreau, tressaillit effrayée, visage noyé dans le rouge de la lanterne accrochée au-dessus, et pourtant blême d'effroi. Un homme me regardait. Les yeux écarquillés, il murmura quelque chose qui ressemblait à des excuses avant de disparaître dans l'obscurité de la ruelle. Étrange manière de me saluer. Je le suivis des yeux. L'ombre au bout de la ruelle sembla encore renvoyer confusément quelques signes de sa présence. À l'intérieur, la voix continuait à chanter. Elle me parut même plus claire. Cela m'attira. J'appuyai sur la poignée de la porte, ouvris et entrai rapidement. Le dernier mot de la chanson tomba, comme tranché par un coup de couteau, et je sentis effrayé un vide devant moi, un silence hostile, comme si j'avais fracassé quelque chose. Il me fallut un certain temps pour me repérer dans la salle presque vide. Un comptoir et une table, le tout n'étant manifestement qu'un vestibule donnant sur d'autres pièces situées à l'arrière et qui, avec leurs portes entr'ouvertes, leurs lumières tamisées et les lits faits, ne laissaient guère de doute sur leur véritable destination. À la table de devant était accoudée une jeune fille maquillée et lasse, tandis que derrière, près du comptoir, se trouvait la patronne, une femme corpulente à la peau gris sale, avec une autre fille qui n'était pas vilaine.
Mon bonjour tomba sèchement dans la pièce, et la réponse vint fort tard, comme un écho ennuyé. J'éprouvais un certain malaise à être ainsi entré dans ce lieu vide, dans ce silence sinistre et chargé d'une telle tension que je serais volontiers ressorti sur le champ. Mais mon embarras m'empêcha d'en trouver le prétexte, et je m'assis donc, résigné, à la table de devant. La jeune fille, se rappelant enfin son devoir, me demanda ce que je souhaitais boire. Et, à l'accent rugueux qu'elle avait en français, je reconnus aussitôt une Allemande. Je commandai de la bière. Elle s'éloigna et revint avec cette démarche alanguie qui exprimait encore plus l'indifférence que ne le faisait son regard insipide, dont l'éclat brillait faiblement sous ses paupières, comme deux lampes sur le point de s'éteindre. Machinalement, comme on le fait dans ces lieux-là, elle posa un second verre, à son intention, à côté du mien. Au moment de trinquer, son regard m'effleura sans me voir, et je pus l'observer à mon gré. Son visage était en fait encore beau, avec des traits réguliers, mais une sorte d'épuisement intérieur l'avait rendu ordinaire et figé comme un masque. Tout y était relâché. Tombant, les paupières étaient lourdes, les cheveux défaits. Les joues flasques et tachées de mauvais maquillage commençaient déjà à s'affaisser et dessinaient une large ride jusque sur la bouche. Sa robe, elle aussi, était mise avec une grande nonchalance. La voix était comme brûlée, rendue rauque par la fumée et la bière. Tout cela trahissait un être fatigué qui ne continuait à vivre que par habitude, comme s'il avait perdu toute sensibilité. Je posai une question, à la fois contraint et effrayé. Elle répondit sans me regarder, indifférente et apathique, en bougeant à peine les lèvres. Je me sentis de trop. Derrière, la personne bâillait. L'autre fille nous observait, assise dans un coin, semblant attendre que je l'appelle. J'aurais bien aimé partir, mais tout en moi était pesant. J'étais assis là dans cet air saturé, comme dans celui d'une couveuse. Je tanguais comme un matelot, enchaîné par la curiosité et l'égarement, car cette indifférence avait quelque chose d'excitant. Soudain, je tressaillis, effrayé par un rire strident tout à côté de moi. Et en même temps, la flamme vacilla. Au courant d'air, je sentis que quelqu'un avait ouvert la porte dans mon dos. « Tu reviens déjà ?» fit, moqueuse et en allemand, la voix à côté de moi. « Te revoilà qui rôde autour de la maison. Espèce de radin! Allez, entre donc, je ne te ferai rien. » Je me retournai, d'abord vers elle, qui avait crié ces mots d'une voix aussi stridente que si le feu lui sortait du corps, puis vers l'entrée. Et avant même que celle-ci fût totalement ouverte, je reconnus la silhouette flageolante, le regard humble de cet être qui, un peu plus tôt, paraissait collé à la porte. Il tenait son chapeau à la main avec la timidité d'un mendiant, tout tremblant sous le coup de cet accueil tonitruant, de ce rire qui semblait brusquement ébranler la lourde silhouette de la femme, tandis que derrière, au comptoir, la patronne chuchotait avec empressement. « Assieds-toi là, avec Françoise !» lança-t-elle au pauvre homme en voyant celui-ci approcher d'un pas mal assuré, entraînant des pieds. « Tu vois bien que j'ai un monsieur !» Elle lui avait lancé ça en allemand. La patronne et l'autre fille éclatèrent de rire, même si elles ne pouvaient rien comprendre, mais elles semblaient déjà connaître le client. « Donne-lui du champagne, Françoise, et du cher, une bouteille !» lança-t-elle en riant avant de s'adresser de nouveau à lui sur un ton railleur. « Si c'est trop cher pour toi, tu restes dehors, pauvre Gripsou. Tu aimerais bien me reluquer pour rien, je sais, il te faudrait tout à l'œil. » La longue silhouette paraissait fondre sous l'effet de ce rire méchant. L'homme faisait le gros dos, il se tenait de guingois et semblait vouloir cacher servilement son visage. Et lorsqu'il attrapa la bouteille, sa main se mit à trembler, et il en versa à côté. Il cherchait sans cesse à lever les yeux vers cette femme, mais son regard ne pouvait s'arracher du sol, décrivant des cercles sur les carreaux. Alors seulement, je vis distinctement sous la lampe ce visage émacié, exténué et blafard, ses cheveux mouillés, clairsemés sur un crâne lisse comme de l'ivoire, ses articulations distendues comme brisées, une misère dépourvue d'énergie et pourtant non dénuée de malveillance. Chez lui, tout était oblique, décalé, courbe, et son regard, qu'il leva une seule fois avant de le ramener aussitôt vers le sol, comme terrifié, était barré d'une méchante lueur. « Ne vous occupez pas de lui !» m'ordonna la jeune fille en français, et elle me saisit brutalement par le bras, comme si elle voulait me retourner. « Entre lui et moi, c'est une vieille histoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. » Et de nouveau, ses lèvres retroussées comme pour mordre. Elle lui lança d'une voix forte. « Écoute toujours, vieux chacal, tu aimerais bien entendre ce que je raconte. Voilà ce que j'ai dit. Je préférerais me jeter à la mer plutôt que d'aller avec toi. » Une fois encore, la patronne et l'autre fille éclatèrent d'un rire épais et stupide.
Cela semblait être un amusement habituel pour elle, une plaisanterie quotidienne. Mais moi, j'éprouvais un profond malaise lorsque je vis l'autre fille aller soudain se blottir contre lui en feignant la tendresse et lui accorder quelques cajoleries qui le firent frissonner, dépourvu qu'il était du courage de se défendre, et je sursautais chaque fois que son regard hésitant se posait sur moi, craintif, embarrassé et servile. Et j'étais effrayé par cette femme à côté de moi qui, soudain sortie de sa torpeur, irradiait tant de méchanceté que ses mains en tremblaient. Je lançai de l'argent sur la table et voulus partir, mais elle ne le prit pas. « S'il te gêne, je le mets dehors, ce chien. Il faut qu'il obéisse. Bois encore un verre avec moi. Allez, viens !» Elle se colla à moi avec une sorte de tendresse brusque et fanatique, dont je sus aussitôt qu'elle était feinte et destinée à tourmenter l'homme. À chacun de ses mouvements, elle jetait un bref coup d'œil dans sa direction, et je le voyais avec répugnance tressaillir au moindre geste de la femme, comme si des fers rouges mettaient tous ses membres à la torture. Sans faire attention à elle, je ne regardais que l'homme, et voyais en frissonnant monter en lui un mélange de rage, de colère, de jalousie et d'envie, mais qui se camouflait pourtant dès qu'elle tournait la tête. Elle était à présent blottie tout contre moi. Le tremblement de son corps me laissait deviner le malin plaisir que lui inspirait ce jeu. J'étais terrifié par ce visage furibond qui sentait la mauvaise poudre, par les exhalaisons de sa chair usée, et pour l'éloigner de mon visage, je pris un cigare. Et, dès qu'elle me vit chercher une allumette sur la table, elle ordonna à l'homme « Apporte du feu !» Cette manière brutale d'exiger qu'il se mette à mon service m'épouvanta, encore plus que lui, et je m'efforçai de trouver rapidement du feu par moi-même. Mais frappé par les mots de la femme, comme par un coup de fouet, il arrivait déjà de son pas bancal et oblique, et il posa son briquet sur la table d'un geste rapide, comme s'il pouvait se brûler en la touchant. L'espace d'une seconde, mon regard croisa le sien. Il y avait là une honte infinie et une exaspération grinçante. Ce regard asservi toucha en moi l'homme, le frère. Je sentis l'humiliation que lui infligeait la femme et partageais sa honte. « Je vous remercie beaucoup, » dis-je en allemand. La femme tressaillit. « Vous n'auriez pas dû vous donner ce mal. » Je tendis la main à l'homme. Il hésita un long moment, puis je sentis ses doigts moites, osseux, entre les miens. Et soudain, comme dans une convulsion, une brusque pression exprimant sa gratitude. L'espace d'une seconde, ses yeux brillèrent dans les miens, puis ils s'abaissèrent de nouveau sous ses paupières fatiguées. Je voulus par défi lui proposer de s'asseoir avec nous, et le mouvement de ma main avait sans doute déjà trahi mon intention, car la femme lui lança aussitôt un nouvel ordre. « Retourne à ta place et ne viens pas nous déranger ici !» Alors, d'un seul coup, l'écœurement s'empara de moi, en entendant la voix acide de cette femme qui mettait l'autre à la torture. Que m'importait ce bougeant fumé, cette putain répugnante, cet abruti, ces vapeurs de bière, de fumée et de parfums frelatés. J'avais soif d'air libre. Je poussai l'argent vers la fille, me levai et ne pus m'empêcher de reculer brusquement lorsqu'elle se rapprocha de moi en minaudant. L'idée de participer à cette humiliation d'un être humain me dégoûtait, et je lui fis comprendre en la repoussant vigoureusement que ses attraits physiques ne parviendraient pas à me séduire. Je sentis son sang qui battait méchamment, une ride grossière se dessina autour de sa bouche, mais elle se garda bien de prononcer le moindre mot, et, sans dissimuler la poussée de haine qui l'animait, elle le tourna vers l'homme qui, s'attendant au pire, plongea brusquement la main dans sa poche, comme fouetté par sa menace, et en sortit de ses doigts tremblants une bourse pleine. Il avait de toute évidence peur de rester seul avec elle, et sa fébrilité l'empêchait de dénouer les cordons de la bourse. C'était un modèle tricoté et orné de perles de verre, comme en ont les paysans et les petites gens. On voyait bien qu'il n'avait pas l'habitude de dépenser vite son argent. Tout le contraire des matelots qui le sortent de leur poche d'un seul geste de la main, et le jettent sur la table, sonnant et trébuchant. Comme il tremble pour ses chairs, ces adorables phénix, ça ne va pas assez vite. Attends un peu, fit-elle narquoise en se rapprochant d'un pas. Il recula, effrayé, et lorsqu'elle vit son effroi, elle haussa les épaules et lança avec un regard qui exprimait un indescriptible écœurement. « Je ne vais rien te prendre, je crache sur ton argent. Je le sais, ils sont comptés, tes bons petits phénix, et il n'y en a pas de trop qui doivent s'échapper. Mais surtout, et elle lui tapota tout d'un coup la poitrine, surtout les petits papiers que tu as cousus là, pour que personne ne les vole. » Et de fait, comme un cardiaque porte subitement la main à sa poitrine, il toucha pâle et tremblant un endroit bien précis de sa redingote. Ses doigts, qu'il ne semblait plus maîtriser, y palpèrent le nid secret des billets de banque puis retombèrent, rassurés. « Pingre !» lâcha-t-elle comme un crachat.
À cet instant précis, une rougeur de braise parcourut le visage de l'homme martyrisé. Il lança d'un seul coup la bourse à l'autre fille, qui commença par pousser un cri d'effroi, puis éclata d'un rire strident. Et il passa en trombe devant elle, avant de filer vers la porte comme s'il y avait le feu. Un instant encore, elle resta debout, dressée de toute sa hauteur, étincelante de rage et de méchanceté. Puis ses paupières retombèrent mollement. L'épuisement dissipa la tension de son corps, qui se courba. La vieillesse et la fatigue semblèrent tout d'un coup s'emparer d'elle. Quelque chose d'incertain et de perdu émoussait le regard qui se portait maintenant sur moi. Elle était là, debout, comme une femme ivre, qui se réveille avec le sentiment obscur d'avoir commis une ignominie. Une fois dehors, il va se lamenter pour son argent. Il va peut-être courir à la police pour dire que nous l'avons volé. Et demain, il sera de nouveau là. Mais moi, il ne m'aura pas. Tous, mais pas lui. Elle alla au comptoir, y jeta quelques pièces de monnaie et engloutit d'un trait un verre d'eau-de-vie. Une mauvaise lueur brillait de nouveau dans ses yeux, mais elle était voilée par des larmes de rage et de honte. Elle m'écœurait, et j'étais incapable de pitié. « Bonne soirée, dis-je en sortant. »« Bonsoir, répondit la patronne. Elle ne se retourna pas et se contenta de rire, d'un rire strident et moqueur. La ruelle n'était que nuit et ciel lorsque je sortis. Il y régnait une lourde pénombre où perçait à travers les nuages l'éclat infiniment lointain de la lune. J'aspirais avec avidité l'air tiède et pourtant vif. Le sentiment d'effroi se dissipa pour laisser place au grand étonnement que m'inspirait la multiplicité des destins humains. Et je sentis de nouveau, sensation qui peut me rendre heureux jusqu'aux larmes, que le destin est toujours là à attendre, derrière chaque fenêtre, que chaque porte s'ouvre sur une expérience, que la diversité de ce monde est omniprésente, et que même le recoin le plus sordide est grouillant de vie déjà formée comme la pourriture grouille de l'éclat fébrile des cafards. J'avais oublié la répugnance que m'avait inspirée cette rencontre, et la tension s'était envolée, laissant place à une suave et bienfaisante lassitude qui aspirait à transformer tout ce que j'avais vécu en un rêve plus beau. Je ne pus m'empêcher de regarder à la ronde pour tenter de trouver le chemin qui me ramènerait chez moi, dans cet entre-là de ruelles sinueuses. C'est alors qu'une ombre se glissa près de moi. Elle avait dû s'approcher sans faire le moindre bruit. « Pardonnez-moi !» Je reconnus aussitôt la voix empreinte d'humilité. « Mais je crois que vous ne vous y retrouvez plus. Puis-je vous indiquer le chemin? Monsieur habite... » Je lui indiquai le nom de mon hôtel. « Je vous accompagne, si vous le permettez, » ajouta-t-il aussitôt, humblement. L'épouvante s'empara de nouveau de moi. Ce pas fantomatique qui m'accompagnait insidieusement, presque inaudible, et pourtant tout proche, l'obscurité de la ruelle à matelot et le souvenir de ce que je venais de vivre, cédaient peu à peu le pas à une impression confuse comme dans un rêve, sans jugement ni résistance. Je sentis l'humilité de son regard sans le voir, et je remarquai le tressaillement de ses lèvres. Je savais qu'il voulait me parler, mais je ne fis rien pour qu'il y parvienne, rien non plus pour m'y opposer, emporté par un sentiment d'hébétude où la curiosité du cœur se mêlait par vagues à mon engourdissement physique. Il tout sauta à plusieurs reprises. Je perçus l'amorce d'une parole étouffée, mais tout se passait comme si la femme m'avait transmis une part de sa cruauté. Quelque chose en moi se réjouissait de cette lutte entre la honte et la détresse de l'âme. Je ne l'aidais pas, laissant au contraire entre nous ce lourd et noir rideau de silence. Et l'écho de nos pas se mêlait confusément, les siens légèrement traînants et fatigués, les miens volontairement énergiques et brutaux, pour échapper à la saleté de ce monde. La tension entre nous m'était de plus en plus sensible. Ce silence était strident, comme un cri, fragile comme la corde trop tendue d'un instrument, et il le resta jusqu'à ce que l'homme le rompe enfin d'un mot, d'abord avec une effroyable timidité. « Vous avez, monsieur, vu là-bas une scène bien étrange. Pardonnez-moi si j'en reparle, mais elle a dû vous paraître singulière, et moi, très grotesque. Cette femme, c'est en effet... » Il s'arrêta de nouveau. Quelque chose lui serrait la gorge, puis il n'eut plus qu'un filet de voix, et il chuchota hâtivement. « Cette femme, en fait, c'est ma femme. » J'avais dû tressaillir sous le coup de l'étonnement, car il continua à parler très vite, comme pour s'excuser. « C'est-à-dire... C'était ma femme, il y a 5 ans, 4 ans. À Geratsheim, là-bas, dans la Hesse, d'où je viens, je ne veux pas, monsieur, que vous vous fassiez une mauvaise opinion d'elle. C'est peut-être ma faute si elle est comme ça. Elle n'a pas toujours été comme ça. Je l'ai tourmentée, je l'ai prise bien qu'elle eût été très pauvre.
Elle n'avait pas même un trousseau. Rien, rien du tout. Et moi je suis riche. Enfin, j'ai du bien. Pas riche, mais du moins je l'étais à l'époque. Et vous savez, monsieur, j'étais peut-être, elle a raison, économe. Mais cela, monsieur, c'était autrefois, avant le malheur, et je le maudis. Mais mon père était ainsi, et ma mère aussi. Ils étaient tous comme ça, et j'ai travaillé dur, pour chaque pfennig. Mais elle était légère, elle appréciait les belles choses. Et pourtant, elle était pauvre, et je n'ai cessé de lui reprocher. Je n'aurais pas dû agir ainsi. Je le sais à présent, monsieur, car elle est fière, très fière. N'allez pas croire qu'elle est comme elle veut le faire croire. Tout cela est fin, et elle se fait à elle-même du mal, uniquement pour me faire mal, pour me tourmenter, et parce qu'elle a honte. Elle est peut-être aussi devenue mauvaise, mais je ne le pense pas, car elle était très bonne, monsieur. Elle était très bonne. Il se sécha les yeux et s'arrêta sous le coup de son émotion. Je le dévisageai malgré moi, et d'un seul coup il cessa de me paraître ridicule. Et même cette manière étrange et soumise de s'adresser à moi en me donnant du Mein Herr, en usage uniquement dans les classes les plus basses en Allemagne, ne me dérangeait plus. Tout son visage était marqué par l'effort qu'il faisait pour trouver ses mots, et, tandis qu'il recommençait à avancer d'un pas lourd et bancal, son regard fixait le pavé comme s'il y lisait, à la lumière vacillante, les mots qu'il avait tant de peine à arracher à sa gorge nouée. « Oui, monsieur !» laissa-t-il alors échapper dans un profond soupir et d'une voix sombre et toute différente, qui semblait venir d'un monde plus doux à l'intérieur de lui-même. Elle était très bonne, y compris avec moi. Elle m'était très reconnaissante que je l'ai sortie de sa misère, et je savais moi aussi qu'elle m'était reconnaissante. Mais je voulais l'entendre encore et encore. Ça me faisait du bien d'entendre ses remerciements. Monsieur, c'était tellement bon de sentir que l'on est meilleur. Quand on sait au fond qu'on est le plus mauvais des deux. J'aurais donné tout mon argent pour l'entendre toujours. Mais elle était très fière, et elle avait de plus en plus de mal à les prononcer, ces remerciements, lorsqu'elle constata que je les lui réclamais. C'est pour ça, uniquement pour ça, monsieur, que je me faisais toujours prier. Jamais je ne donnais spontanément. Cela me faisait du bien qu'elle soit obligée de venir mendier pour la moindre robe, le moindre ruban. Pendant 3 ans, je l'ai tourmentée ainsi, de plus en plus. Mais, monsieur, c'était seulement parce que je l'aimais. J'aimais bien sa fierté, et pourtant je ne pensais qu'à la mettre sous ma coupe, fou que j'étais, et quand elle désirait quelque chose, je me fâchais. Mais monsieur, je n'étais pas fâché du tout, j'étais heureux de pouvoir l'humilier à la moindre occasion, car je ne savais pas à quel point je l'aimais. Une fois de plus, il s'arrêta, tout son corps titubait. Manifestement, il m'avait oublié. Il parlait d'une manière mécanique, comme s'il dormait, et d'une voix de plus en plus forte. Cela je l'ai découvert seulement à l'époque quand, au cours de cette maudite journée, je lui avais refusé de l'argent pour sa mère. Une petite somme, toute petite. Enfin, pour tout dire, je la lui avais déjà préparée, mais je voulais qu'elle vienne encore une fois me demander. Oui, que disais-je? Oui, c'est ce jour-là que j'ai découvert, le soir, en rentrant à la maison, et qu'elle était partie en ne laissant qu'un morceau de papier sur la table. « Garde ton maudit argent, je ne veux plus rien de toi. » Voilà ce qui était écrit, rien d'autre. Monsieur, j'ai été comme fou furieux pendant 3 jours et 3 nuits. J'ai fait draguer la rivière et fouiller la forêt. J'ai donné des fortunes à la police. Je suis allé voir tous mes voisins, mais ils n'ont fait que rire et se moquer. Rien, on ne trouvait rien. Enfin, quelqu'un d'un autre village m'a dit qu'il l'avait vue, dans le train avec un soldat. Elle était partie pour Berlin. Je suis allé la rejoindre le jour même. J'ai abandonné mon gagne-pain, j'ai perdu des 1000 et des 100. On m'a volé, mes valets, mon régisseur, tout le monde m'a volé. Mais je vous en donne ma parole, monsieur. Tout ça m'était bien égal. Je suis resté à Berlin, il m'a fallu 1 semaine pour la débusquer dans ce tourbillon de gens. Et je suis allé la voir. Il respirait lourdement. Monsieur, je vous le jure, je n'ai pas eu un mot plus haut que l'autre. J'ai pleuré, je me suis mis à genoux, je lui ai offert mon argent, toute ma fortune, pour qu'elle l'administre elle-même, car à l'époque, je savais déjà que je ne pouvais pas vivre sans elle. J'aime chacun de ses cheveux, sa bouche, son corps, tout, et c'est moi qui l'ai envoyée aussi bas, moi tout seul. Elle était livide comme la mort lorsqu'elle est entrée. Soudainement, j'avais soudoyé sa patronne, une mère maquerelle, une bonne femme mauvaise et vulgaire. Adossée au mur, elle était blanche comme de la craie.
Elle m'écoutait. Monsieur, je crois qu'elle était... Oui, elle était heureuse de me voir. Mais lorsque j'ai parlé argent, et pourtant je l'ai fait, je vous le jure, que pour lui montrer que je n'y pensais plus, elle a craché. Et puis, comme je ne voulais toujours pas partir, elle a appelé son amant, et ils se sont moqués de moi. Mais, monsieur, je suis revenu sans arrêt jour après jour. Les gens de la maison me disaient tout. J'ai appris que cette canaille l'avait quittée et qu'elle était dans le besoin. Alors, je suis revenu encore une fois, monsieur. Mais elle m'a crié dessus et a déchiré un billet que j'avais discrètement posé sur la table. Et quand je suis encore revenu, elle était partie. Que n'ai-je pas fait, monsieur, pour la retrouver? Pendant 1 an, je vous le jure, je n'ai pas vécu, je n'ai fait que suivre sa trace. J'ai payé des agences jusqu'à ce que j'apprenne enfin qu'elle se trouvait de l'autre côté de l'océan, en Argentine. Non, dans une mauvaise maison. Il hésita un instant. Son dernier mot était comme un râle, et sa voix s'assombrit. Je fus d'abord terrifié, mais je me dis ensuite que si elle était tombée si bas, j'en étais le seul responsable, et qu'elle devait souffrir énormément, la pauvre, car elle est fière avant tout. Je suis allé voir mon avocat, qui a écrit au consul et a envoyé de l'argent, sans qu'elle sache de qui il provenait, juste pour qu'elle revienne. On m'a annoncé par télégramme que tout avait réussi. Je savais quel bateau elle prendrait, et j'ai attendu à Amsterdam. J'avais 3 jours d'avance, et je brûlais d'impatience. Il est enfin arrivé. Apercevoir la fumée du paquebot à l'horizon a suffi à m'emplir de bonheur, et j'ai cru que je n'aurais pas la force d'attendre qu'il entre dans le port et jette les amarres. Lentement, si lentement, et puis les passagers ont franchi la passerelle, et enfin elle. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Elle était différente, maquillée et déjà comme vous l'avez vu. Et lorsqu'elle m'a vu l'attendre, elle est devenue livide. 2 matelots ont dû la retenir, sans quoi elle serait tombée de la passerelle. Dès qu'elle a été sur la terre ferme, je suis allé jusqu'à elle. Je ne disais rien. J'avais la gorge nouée. Elle non plus ne prononçait pas un mot. Le porteur avançait devant nous avec les bagages. Nous marchions et marchions. Soudain, elle s'arrêta et dit « Monsieur, la manière dont elle a prononcé ces mots, cela m'a fait si mal, m'a causé une telle douleur, tant ces mots étaient tristes. Veux-tu encore de moi comme femme? Encore maintenant ?» Je l'ai prise par la main. Elle tremblait, mais elle ne dit rien. Mais je sentais que tout était de nouveau en ordre. Monsieur, comme j'étais heureux! Je dansais autour d'elle comme un enfant, lorsque nous fûmes ensemble dans la chambre, puis je tombai à ses pieds. J'ai dû dire des choses stupides, car elle souriait sous ses larmes et me cajolait, juste timidement, bien entendu. Mais monsieur, comme cela m'a fait du bien! Mon cœur fondait. Je montais et descendais les escaliers, j'allais commander un dîner à l'hôtel. C'était comme notre repas de noces. Je l'aidais à s'habiller. Et nous descendîmes, nous mangeâmes et nous bûmes et nous étions joyeux. Oh, elle était tellement gaie, une véritable enfant, si chaude et si bonne, et elle parla de chez nous, comme nous allions tout recommencer. Alors, sa voix devint soudain rauque, et le geste de sa main me donna l'impression qu'il voulait briser quelqu'un. Mais ensuite, un serveur, un mauvais homme, méchant, me voyant fou de bonheur, danser et rire comme si j'avais perdu la raison, a cru que j'étais ivre, alors qu'en fait j'étais seulement si heureux. Oh, si heureux! Et là, j'ai payé, mais il manquait 20 francs sur la monnaie qu'il m'a rendue. Je m'en suis pris à lui et j'ai réclamé le reste. Il a posé, l'air gêné, la pièce d'or devant moi. Alors elle est partie tout d'un coup d'un rire strident. Je l'ai regardé, mais son visage n'était plus le même. Il était devenu narquois, dur et méchant, d'un seul coup. « Comme tu es resté pointilleux, même le jour de nos noces !» dit-elle très froidement, si tranchante, avec tant de pitié. Je tressaillis et maudis ma façon d'être si pointilleux. Je m'efforçai de recommencer à rire, mais sa gaieté s'était envolée. Comme morte, elle demanda à avoir sa propre chambre. Que ne lui aurais-je pas accordé? Et je passai la nuit tout seul, réfléchissant seulement à ce que je pourrais lui acheter le lendemain matin, lui offrir, pour lui montrer que je n'étais pas avare, plus jamais avec elle. Et au matin, je suis sorti. Je lui ai acheté une montre-bracelet de très bonne heure, et quand je suis entré dans sa chambre, elle était vide, comme la fois d'avant, et je savais qu'il y aurait un bout de papier sur la table. Je me précipitai en priant Dieu que ce ne fût pas vrai. Mais le billet y était bien, et il y avait écrit... Il hésita. Je m'étais arrêté malgré moi, et je le regardais. Il courba la tête. Puis il chuchota d'une voix éraillée. Il y avait écrit « Laisse-moi en paix,
Tu me répugnes. Nous étions arrivés au port, et le souffle grondant du ressac s'éleva soudain dans le silence, tout près de nous. Les bateaux étaient là, proches et lointains, de grandes bêtes noires, avec des yeux étincelants, et l'on entendait au loin une chanson. Rien n'était distinct, et pourtant on percevait beaucoup de choses, un immense sommeil et le rêve lourd d'une ville puissante. Je sentais près de moi l'ombre de cet homme. Elle tressaillait, lugubre, devant mes pieds. Tantôt elle se dissolvait, tantôt elle se ramassait dans la lumière mouvante des tristes réverbères. J'étais incapable de dire quoi que ce soit. Je n'avais aucune consolation à lui apporter, aucune question à poser, mais je sentais son silence qui collait à moi, pesant et sourd. Alors d'un seul coup, il me prit le bras en tremblant. Mais je ne partirai pas d'ici sans elle. Après des mois, je l'ai retrouvée. Elle me martyrise, mais je ne me lasserai pas. Je vous en conjure, monsieur, parlez-lui. Il faut que je l'aie, dites-le lui. Moi, elle ne m'écoute pas. Je ne peux plus vivre ainsi. Je ne peux plus supporter de voir les hommes venir chez elle et d'attendre à l'extérieur, devant la maison, jusqu'à ce qu'ils soient redescendus, ivres, le rire aux lèvres. Toute la ruelle me connaît déjà. Il rit quand il me voit attendre. Ça va me rendre fou. Et pourtant, chaque soir, je me retrouve là-bas. Monsieur, je vous en conjure, parlez-lui. Je ne vous connais pas, mais faites-le au nom de notre Dieu miséricordieux. Parlez-lui. Je voulus par réflexe dégager mon bras. J'étais épouvanté, mais lorsqu'il sentit que je résistais à son malheur, il s'agenouilla tout d'un coup au milieu de la rue et me serra les jambes. « Je vous en conjure, monsieur, il faut que vous lui parliez, il le faut, sans quoi quelque chose d'effroyable va se produire. J'ai dépensé tout mon argent pour la trouver, je ne la laisserai pas ici, pas en vie. Je me suis acheté un couteau, j'ai un couteau, monsieur, je ne la laisserai pas ici, pas en vie, je ne le supporte plus. Parlez-lui, monsieur. » Il se roulait au sol devant moi comme un fou furieux. À cet instant, 2 policiers passèrent dans la rue. Je le forçai à se lever. Pendant un instant, il me regarda d'un air hébété. Puis il me lança d'une voix sèche, méconnaissable. « Prenez cette ruelle là-bas. Vous arriverez à votre hôtel. » Une fois encore, il fixa sur moi des yeux dont les pupilles semblaient s'être réduites à un effroyable vide blanc. Puis il disparut. Je m'enveloppais dans mon manteau, je frissonnais. Je ne ressentais que de la lassitude, une ivresse désordonnée, insensible et noire, un sommeil en mouvement couleur de pourpre. Je voulais réfléchir un peu à toute cette histoire, mais chaque fois, cette vague noire de lassitude montait en moi et m'emportait. J'entrais à tâtons dans mon hôtel, tombais sur mon lit et m'endormis d'un sommeil lourd, comme une bête. Le lendemain matin, je ne savais faire la part des choses entre rêve et réalité, et quelque chose en moi se hérissait à l'idée de le savoir. Je m'étais réveillé tard, étranger dans une ville étrangère, et je partis visiter une église, dans laquelle étaient censées se trouver de fameuses mosaïques antiques. Cependant, mes yeux ne virent rien lorsqu'ils se posèrent sur elle. La rencontre de la nuit précédente me hantait, et elle me chassa de ces lieux sans que je puisse résister. Je partis à la recherche de la ruelle et de la maison. Mais ces rues étranges ne vivent que la nuit. De jour, elles portent des masques gris et froids, sous lesquels seul celui à qui elles sont familières les reconnaît. J'eus beau chercher, je ne retrouvais pas la mienne. Fatigué et déçu, je rentrai chez moi, poursuivi par les images que m'inspirait le délire ou le souvenir. Mon train partait le soir même, à 9 heures. Je quittais la ville à regret. Un porteur souleva mon bagage et l'achemina devant moi jusqu'à la gare. Soudain, à un croisement, je fus comme ébranlé. Je reconnus la ruelle qui menait à cette fameuse maison. Je demandai au porteur de m'attendre, et, face à son regard d'abord étonné, puis à son rire impertinent et familier, j'allais jeter un dernier coup d'œil à cette ruelle aventureuse. Elle était là, sombre, comme la veille, et je vis briller le carreau de la porte de la fameuse maison briller sous la lune blafarde. Je voulus me rapprocher une fois encore lorsqu'une silhouette sortit de l'obscurité, dans un léger bruissement. Un frisson me parcourut. Je le reconnus. Assis sur le seuil, il me fit signe de me rapprocher. Épouvanté, je m'enfuis aussitôt, poussé par la lâcheté et la peur d'être impliqué dans une sale affaire et de rater le train. Mais ensuite, arrivé au coin de la rue avant d'obliquer, je regardai encore une fois derrière moi. Lorsque mon regard se posa sur l'homme, il se releva d'un coup et bondit en direction de l'entrée. Quelque chose de métallique brilla dans sa main au moment où il ouvrait précipitamment la porte. De loin, je ne pus distinguer s'il s'agissait de pièces de monnaie ou du couteau, qui étincelait entre ses doigts, à la lumière de la lune, et le trahissait.